Alors dans cette capsule, je vais détailler un petit peu les différents tissus qui existent au niveau de l'organisme. Alors l'étude des tissus déjà s'appelle l'histologie. Le préfixe histo signifie tissu et le suffixe logie signifie l'étude. Donc l'histologie est bien l'étude des tissus. Dans l'organisme, on peut distinguer 4 types de tissus. Le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux. Alors petite remarque, le tissu va permettre la constitution des organes. Les organes sont des corps bien individualisés qui vont assurer une fonction bien déterminée au sein de l'organisme. Et ces organes, les organes, peuvent être organisés d'une association de tissus. C'est ce que nous verrons à la fin de la capsule. Alors commençons par les tissus épithéliaux. Les tissus épithéliaux sont formés de cellules qu'on appelle les cellules épithéliales. Ce sont des tissus de revêtement qui sont en contact avec le milieu extérieur. Donc on va les retrouver par exemple à la surface du corps. L'épiderme est un tissu épithélial de la peau. La paroi interne des organes du tube digestif par exemple. Alors oui, en effet, la lumière du tube digestif est considérée comme étant le milieu extérieur. Donc quand je vous parle donc effectivement de la paroi des tubes digestifs, c'est un tissu épithélial. Ce tissu épithélial donc, est formé de cellules épithéliales qui sont polarisées. Il présente un pôle apical qui est en contact avec le milieu extérieur et un pôle basal qui repose sur ce qu'on appelle une membrane basale, la lame basale. Cette lame basale est systématique et est une constante dans tous les tissus épithéliaux. En dessous de cette lame basale, il y a un tissu conjonctif de soutien. Le tissu épithélial donc va avoir, de par sa position, plusieurs fonctions. La première, évidente, dans le cas de la peau par exemple, est une fonction de protection. La deuxième, qui est tout aussi évidente, c'est une fonction d'échange. En effet, au niveau du tube digestif, c'est un exemple que je vous ai donné, le tissu épithélial va permettre les échanges et l'absorption des nutriments dans le tube digestif. Donc je rappelle, les cellules épithéliales sont des cellules qui sont jointives. Elles sont bien organisées et parfois elles sont organisées en une seule couche. On parle alors de tissu épithélial simple. Mais dans la figure que vous voyez là en dessous, vous remarquez qu'il y a une juxtaposition de cellules en couches. On parle alors d'un tissu épithélial qui sera stratifié. Donc, tissu épithélial simple lorsqu'il y a une seule couche, tissu épithélial stratifié lorsqu'il y aura plusieurs couches. Les cellules épithéliales présentent au niveau du pôle apical parfois des structures cellulaires un peu particulières qui permettent d'augmenter les surfaces d'échange. C'est ce qu'on appelle les microvillosités. Alors les tissus épithéliaux en réalité n'existent pas qu'au niveau des structures de revêtement. On retrouve également des tissus épithéliaux glandulaires, c'est-à-dire que les cellules épithéliales vont former des sacs et former des glandes. Il existe 2 types de glandes. Les glandes qui vont rejeter une substance dans le sang, on parlera alors de glandes endocrines, et de glandes qui vont rejeter des substances à l'extérieur par l'intermédiaire d'un canal excréteur, et on parlera alors de glandes exocrines. Vous remarquez ici l'épithélium qui est stratifié et en violet un épithélium simple qui constitue une glande. On remarque bien les cellules jointives et ces cellules jointives vont participer à la fabrication d'une substance qu'ils vont rejeter à l'extérieur. Ici, le schéma rappelle bien la structure d'un épithélium stratifié reposant sur une lame basale et en dessous vous avez un tissu conjonctif. Donc pour conclure avec les tissus épithéliaux, donc retenir que ce sont des tissus qui sont formés de cellules qui sont jointives. On distingue donc les tissus épithéliaux de revêtement et les tissus épithéliaux glandulaires. Les tissus épithéliaux de revêtement peuvent être simples ou stratifiés, reposent systématiquement donc sur une lame basale, et vous avez 2 exemples, l'épiderme et la paroi intestinale dont je vous ai parlé. Ils jouent un rôle donc de protection et d'échange. Le tissu épithélial glandulaire, lui, est un tissu qui peut être formé
de cellules jointives et qui forment des sacs qui peuvent être fabriquer des molécules qui vont libérer dans le sang, auquel cas on parle de glandes endocrines, ou des molécules qui vont être libérées par un canal excréteur à l'extérieur de l'organisme. On parlera alors de glandes exocrines. Alors le deuxième tissu dont on doit parler, on en a déjà un peu parlé avec les tissus épithéliaux, c'est le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, retenez, il y a forcément 3 éléments qui le constituent. Il faut des cellules qui soient spécialisées et non jointives. Ensuite, il y a forcément des fibres. Et enfin, il y a une substance fondamentale qui est un milieu liquide dans lequel se trouvent les fibres et les cellules qui sont non jointives. Le rôle principal de ce tissu conjonctif est un rôle de soutien, on l'a vu tout à l'heure, il soutient les tissus épithéliaux, mais ils ont également un rôle d'emballage, d'échange et de passage des réserves. Dans les tissus conjonctifs se trouvent les vaisseaux sanguins qui vont donc permettre la nutrition des tissus épithéliaux qui sont sous-jacents des tissus conjonctifs. Alors selon la nature des cellules, la densité de la substance fondamentale et la nature des fibres, on peut décrire 5 types de tissus conjonctifs. Il existe le tissu conjonctif à proprement dit, qui peut être lâche ou dense. Il existe le tissu adipeux. Les cellules spécialisées des tissus adipeux sont les adipocytes. Il y a relativement peu de fibres, même si elles sont existantes, et relativement peu de substances fondamentales. L'intégralité de l'espace est quasiment occupée par les adipocytes qui sont remplis de lipides. Le tissu cartilagineux est un tissu conjonctif qui est riche en fibres très particulières, notamment du collagène. Donc il contient une substance fondamentale qui est assez compacte et les cellules spécialisées sont les chondrocytes. Le tissu osseux ressemble un petit peu au tissu cartilagineux, mais les fibres et la substance fondamentale vont constituer une structure qui est solide. Les cellules spécialisées se nomment des ostéocytes cette fois-ci. Et enfin, pour terminer, il existe le tissu sanguin. Le sang est un tissu. C'est un tissu conjonctif parce qu'il contient des cellules spécialisées, les hématies, les cellules sanguines, et il y a des fibres, même si les fibres paraissent invisibles, en réalité, il y a des fibres qui sont très utiles, notamment au moment de la coagulation. Et la substance fondamentale, vous l'avez compris, est liquide. Dans les tissus que je vous ai décrits, qui sont tous des tissus conjonctifs, il y a donc 3 points communs. Il y a des fibres, il y a des cellules spécialisées dont le nom est différent selon la nature du tissu, et il y a une substance fondamentale qui est plus ou moins solide ou plus ou moins liquide. Alors si ces tissus conjonctifs ont ces 3 points communs, eh bien selon leur nature évidemment ils n'auront pas la même fonction. Le derme a principalement une fonction de nutrition et de soutien du tissu épithélial. Le sang a une fonction de distribution des nutriments. Le tissu adipeux a une fonction plutôt de réserve énergétique puisque les adipocytes sont riches en lipides qui sont une source énergétique importante, et le tissu osseux comme le tissu cartilagineux auront des fonctions plutôt de soutien. Alors le tissu musculaire permet les mouvements au sein de l'organisme. On va distinguer 3 familles, 3 types de tissus musculaires. Vous avez le tissu musculaire squelettique qui est caractérisé par des cellules qu'on appelle des myocytes, mais qui sont plurinucléées. Ils présentent plusieurs noyaux. Ce sont des cellules qui sont très très grandes. Et les fibres musculaires, les tissus musculaires squelettiques, sont dotés d'une contraction qui est volontaire. Le deuxième tissu que l'on doit décrire, c'est un tissu cardiaque qui ressemble à peu près aux muscles squelettiques,
mais les cellules s'appellent des cardiomyocytes et sont des cellules qui possèdent un seul noyau. Ce sont des cellules qui sont plus courtes et la contraction de ces cellules est involontaire. Enfin, le dernier groupe de tissus musculaires, c'est le tissu musculaire lisse. Les cellules s'appellent des myocytes également, et la contraction de ces cellules est involontaire. Chaque myocyte possédera un noyau et des structures de fibres qui seront moins organisées que dans le tissu musculaire squelettique, donnant un aspect qui est moins strié. Alors, quelques exemples. Le tissu musculaire squelettique classique, c'est bien entendu le biceps ou le triceps. Le cœur, le tissu cardiaque, le seul représentant, c'est bien le cœur. Et le tissu musculaire lisse, eh bien, ce sont tous les sphincters qui sont lisses, qui sont donc par définition involontaires. Le tissu nerveux est un tissu que l'on retrouve au niveau du cerveau, du cervelet, de la moelle épinière, au niveau des nerfs. Ce tissu est impliqué dans la formation et la transmission du message nerveux, qui est un message électrique. Alors, il est caractérisé par des cellules très spécialisées, qu'on appelle les neurones. Je vous en ai déjà un peu parlé. Ces neurones possèdent un corps cellulaire avec un noyau, des dendrites qui reçoivent le message électrique des cellules voisines, et un axone qui conduit les informations électriques, donc générées par la cellule, vers des cellules qui sont à distance. Ces axones sont généralement recouverts de myéline pour accélérer la conduction du message nerveux. Et cette gaine de myéline, en fait, est assurée par des cellules gliales, qui sont des cellules importantes dans la nutrition des neurones. Voilà donc pour le tissu nerveux. Alors, comme j'ai pu vous le dire en introduction, les tissus constituent les organes. Autrement dit, un organe est formé de plusieurs tissus. Donc ici, vous avez un exemple avec les bronches. Alors les bronches sont des structures qui sont entourées de fibres musculaires lisses. Donc je vous rappelle que les tissus musculaires lisses sont dotés d'une contraction involontaire et les cellules s'appellent des myocytes. Par ailleurs, vous avez un tissu conjonctif lâche qui est formé de plusieurs types de fibres, qui sont des fibres élastiques, des fibres qui sont plus rigides comme le collagène, et vous avez des cellules spécialisées qu'on appelle des fibroblastes, et tout cela dans une substance fondamentale. Donc c'est bien la définition d'un tissu conjonctif. Il y a des fibres, des cellules un peu spécialisées et une substance fondamentale. Il existe par ailleurs une structure cartilagineuse qui maintient vos bronches, et ce tissu conjonctif cartilagineux est formé de collagène, de nouveau, qui seront majoritaires, et une substance fondamentale qui sera un peu plus rigide que le tissu conjonctif lâche. Les cellules spécialisées, cette fois-ci, sont des chondrocytes. De nouveau, nous avons les trois composantes d'un tissu conjonctif: des cellules spécialisées, le chondrocyte, des fibres particulières, le collagène, et une substance fondamentale. Et enfin, à la surface donc de la lumière, vous avez un tissu épithélial. Ce tissu épithélial est doté de cellules qui sont pluristratifiées. On voit au niveau du pôle apical de ces cellules des microvillosités, et ces cellules reposent sur une lame basale. On a bien la définition donc d'un tissu épithélial. C'est un tissu formé de cellules qui sont jointives et qui reposent sur une lame basale. Et elle repose, elle, sur un tissu conjonctif, ce tissu conjonctif étant formé de fibres, d'une substance fondamentale et de fibroblastes également. Donc ici, vous avez la représentation d'un organe, et cet organe est formé donc de plusieurs tissus